Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Notre invité, le professeur Montferrier d'Orval, qui sera interrogé sur le dossier des relations entre le Parlement et l'exécutif, le choix du prochain Premier ministre et la nécessité de la réforme constitutionnelle. Avec le professeur Montferrier d'Orval, on va également aborder le dossier de l'arrestation du sénateur élu de la Grand'Anse, Guy Philippe. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Notre invité aujourd'hui, le professeur Montferrier d'Orval. On va faire le point sur la situation politique. On va parler de droit et aussi parler de l'affaire Guy Philippe. Professeur d'Orval, bonsoir et bonne année. Et bonsoir Rothschild et bonne année aussi. Et bonne année toutes auditeurs, auditrices RFM. Alors, professeur Montferrier d'Orval, nous sommes à quelques semaines quand même de l'entrée en fonction de nouveau président de la République, le président élu Jovenel Moïse, qui va devenir donc le 58e président de la République d'Haïti après son élection. Donc, il est issu des élections du 20 novembre. Il a gagné dès le premier tour. Donc, Jovenel Moïse qui arrive au pouvoir, il faut quand même composer avec le Parlement. Et cette semaine, on a vu l'élection de deux nouveaux bureaux à la tête de la Chambre des députés, aussi au Sénat de la République. Bon, c'est une bonne chose, mais j'espère que le président disposera d'une majorité pour pouvoir gouverner. Parce que le président ne peut pas vraiment exercer la fonction. Il faut avoir un gouvernement qui a le soutien d'une majorité au Parlement. Donc j'espère qu'il trouvera cette majorité pour pouvoir choisir le Premier ministre. Et à ce moment-là, ce qui lui va le permettre d'avoir un gouvernement pour pouvoir maintenant aller de l'avant. Le choix du Premier ministre, c'est important. On a vu dans le passé, les premiers premiers ministres qui ont été choisis ont été rejetés notamment par le Parlement. J'espère que ça n'arrivera pas. Il va tenir compte de ça. Il faut qu'il démarre bien, qu'il fasse le choix en accord, en s'assurant d'une majorité au Parlement. C'est nécessaire. Il faut, d'après le système, d'après la Constitution, le gouvernement doit être supporté par une majorité au Parlement. Donc on n'a pas besoin d'une totalité, même si on doit respecter le droit de la minorité au Parlement, mais il faut dégager une majorité capable d'apporter la confiance au gouvernement de façon à pouvoir mettre en œuvre les promesses faites par le président de la République. Alors on a vu dans le cadre de ces élections, donc il y a eu plusieurs sénateurs, plusieurs députés issus du PHTK et aussi des partis alliés. Donc globalement, le président de la République devrait pouvoir constituer une certaine majorité tant au Sénat qu'à la Chambre basse. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que quand le Parlement est éclaté comme ça, pas comme ça, dans le temps, quand le Parlement était éclaté, ça donnait beaucoup de difficultés au président de choisir un Premier ministre. Donc maintenant, il faut une majorité. Moi, c'est ma position. Il faut qu'il y ait une majorité qui apporte son soutien au gouvernement. C'est pas normal, comme on dit. Des fois, on décrit les parlementaires qui soutiennent le gouvernement. Le système doit être ainsi fait pour gouverner, pour pouvoir. Sinon, le pays serait bloqué. Donc, par conséquent, pour éviter tout ça, moi, je souhaite véritablement qu'un parti dispose d'une majorité. Si le parti dispose d'une majorité, il passe des alliances avec un autre parti ou bien avec d'autres groupes pour pouvoir dégager une majorité de façon à pouvoir mettre en œuvre la politique du gouvernement dans l'intérêt de la population. Donc, le pays ne peut pas faire les frais d'un blocage. Donc, il faut qu'on aille de l'avant. On a passé beaucoup de temps aux élections. Maintenant, il faut que le pays puisse être gouverné valablement, conformément aux desiderata de la population. La population a voté. Il y a des promesses qui ont été faites. Les promesses doivent être maintenant mises. Il faut prévoir des programmes. Il faut appliquer les promesses en mettant en œuvre des programmes en faveur de la population.
Alors, en ce qui concerne justement les rapports entre l'exécutif et le Parlement, c'est sûr qu'il y a une ligne qu'il ne faudra pas franchir quand même du côté des parlementaires aussi. Il y a certaines décisions qui relèvent de la compétence unique du président de la République. Oui, le président de la République, bon, il y a des prérogatives constitutionnelles du président de la République, mais il y a le gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui est tout le temps en contact avec les parlementaires. Et c'est pas normal. Des fois, quand on convoque un ministre, ça fait tout un tollé, mais pour moi, c'est pas normal. On devrait pouvoir avoir des séances de questions au gouvernement, et ou bien chaque 15 jours, ou bien toutes les semaines. Et le président aussi, il doit aussi veiller à ce que les relations entre les parlementaires soient bonnes. Il doit veiller à ça. Donc c'est lui qui est en charge de l'État, il est à la tête de l'État, et c'est lui que la population a voté. Le premier ministre n'a pas d'onction démocratique, n'est pas voté par le Parlement, par le peuple. Donc il n'a pas de vote populaire. Il doit avoir le soutien des parlementaires avec un vote parlementaire. Donc le président doit faire en sorte que les liens entre le Parlement ne soient pas distendus. Il faut garder ce lien de façon à pouvoir préserver la paix dans le pays, de façon à pouvoir aller de l'avant. Bon, il va y avoir des discussions au niveau du Parlement. Et avant d'envoyer un projet, on peut voir avec les groupes d'abord, s'entendre avec eux et voir comment on peut mener le projet. Mais je sais que les parlementaires aussi ont des préoccupations au niveau de la population. La population elle-même, elle s'attend à des choses immédiates. Donc, comment concilier l'intérêt du pays avec les intérêts des parlementaires? Donc, c'est la population, il faut des programmes sociaux. Et comment aider la population? Les besoins sont énormes, les besoins sont pressants. Et comment satisfaire ces besoins? Et les parlementaires aussi sont pressés aussi par les électeurs de leur circonscription. Donc, on doit tenir compte de tout ça, mais il faut voir l'intérêt du pays. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir de grands projets. C'est ce que, on fait des petits projets par là. On ne peut pas avoir un projet d'envergure nationale. Les parlementaires, vraiment, il faut aussi qu'ils fassent des compromis. On ne peut pas tout faire, mais les problèmes sont énormes. Il faut organiser en même temps tout. Faire en sorte que les mairies fonctionnent, les communes, les mairies fonctionnent bien. Les mairies remplissent leur rôle parce qu'il y a une lacune au niveau de ça. Donc, il faut que l'État, dans le cadre de la déconcentration, agissent dans l'intérêt de la population à travers les directions départementales, à travers les délégations. Il y a les mairies aussi qui doivent agir dans l'intérêt de la population de façon à soulager aussi et les députés. Les problèmes, il faut des programmes aussi vis-à-vis de ces gens-là et l'arrière-pays, il faut faire fonctionner l'État. Alors, fort souvent, il y a des coups de griffe qui sont distribués contre les parlementaires en ce qui concerne leur rôle. Donc, en clair, en Haïti, nous ne sommes pas dans une situation classique. Donc, un parlementaire, il a pour rôle quand même de légiférer. Donc, on n'est pas dans une situation classique en Haïti, professeur Dorval. Ils ne peuvent pas faire que ça. Parce qu'un parlementaire qui est élu, il pense tout de suite à sa réélection. Mais pour être élu, le parlementaire ne peut pas se limiter à faire des lois, à contrôler l'action gouvernementale. Donc là, les électeurs de la circonscription du député ne voient pas ça. Ils voient que le député apporte des choses, leur distribue des cadeaux, donc leur donne même de l'argent. Donc tout ça, c'est ce qu'ils voient. Donc par conséquent, le député aussi est pressé aussi par la population de la circonscription. Donc tout le problème est là. Donc c'est parce que des fois aussi l'État est absent. L'État n'agit pas dans l'intérêt des gens. Donc les députés sont pressurés par la population. Donc c'est pour ça. Donc et il y a une perception de la population, des parlementaires par la population. Les parlementaires s'attendent à ce que les députés leur apportent des cadeaux, leur donnent de l'argent. Donc, tout ça, c'est cette perception-là. Et le député devient prisonnier de cette perception. Donc, maintenant, j'espère que, mais, il faut qu'ils satisfassent les intérêts de leur mandant, certes, mais aussi à l'intérêt du pays aussi. On n'a pas beaucoup de moyens pour faire tout ça. J'espère que on ne va pas renverser un ministre parce que le ministre ne peut pas aider ou bien ne peut pas aider. On ne peut pas renverser un gouvernement parce que le gouvernement ne peut pas vraiment, il n'y a pas les moyens pour faire des choses, mais
Donc il faut que le gouvernement soit dynamique de façon à pouvoir agir dans la population. Je pense qu'avec, sur le gouvernement Martelly, on a demandé aux députés d'avoir un projet. Bon, c'est pas mauvais. On peut continuer avec un projet, quel projet elle peut avoir dans la circonscription, de façon à pouvoir aider, à ce que les députés aient cette visibilité, puissent intervenir avec le gouvernement dans la circonscription. Bon, peut-être eux-mêmes s'attendent à ce qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent faire eux-mêmes les projets. Donc, sous le gouvernement Martelly, on leur demandait de présenter un projet au gouvernement. C'est le gouvernement qui va financer le projet. L'argent n'a pas été remis directement aux députés. Donc, mais le problème maintenant, il y a un problème sociologique. Est-ce que le Parlement doit administrer? Donc, parce que le gouvernement gouverne, le Parlement contrôle. Mais j'ai l'impression que, des fois, le parlementaire se substitue au gouvernement. Donc, on peut faire une analyse purement sociologique. C'est pas une analyse juridique, une analyse sociologique, parce que c'est une réalité à laquelle est confronté le parlementaire, tout parlementaire, qu'il s'agisse du sénateur, qu'il s'agisse du député. Le problème d'un sénateur est beaucoup plus grand, c'est un département. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Et en France, il y a ce qu'on appelle la réserve parlementaire. Ils ont prévu une sorte de réserve parlementaire. Cette réserve permet de distribuer, de donner des moyens aux députés de façon à pouvoir aider certains membres de leur circonscription qui ont des difficultés. C'est pas tous les membres. Ils ont prévu une certaine somme de façon à pouvoir donner aux députés ou bien aux parlementaires pour qu'ils puissent vraiment. Des fois, il y a quelqu'un qui vient auprès du parlementaire, on lui demande de payer quelque chose. Pour les funérailles, mariage, des enfants qui sont à l'école. Là, il faut prévoir tout ça, même pour les fêtes patronales. Oui. Ah, ça, c'est important. Le député ne peut pas se dérober à ça. Donc, à ce moment-là, il y a des dépenses à consentir. Donc, là, c'est énorme parce que le problème, les gens ont beaucoup de difficultés. Donc, le député devient, et je dirais maintenant, comment je peux dire maintenant, le député devient une sorte de grand protecteur de la population. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il ne peut pas se limiter. Si le député se limite à faire des lois, à contrer l'action du gouvernement, il ne sera pas réélu. Parce que d'ailleurs, il a fait des promesses. Pour être élu, il a fait des promesses. Il a dit qu'il allait faire soit que construire la route, bâtir une école. Donc à ce moment-là, il doit tenir, sinon il ne sera pas réélu. Et tout le problème est là. Mais le pays, il faut voir aussi le pays. Le pays doit être gouverné. Donc, je pense qu'on doit prendre en compte tout ça. C'est le rôle du gouvernement de tenir compte de ces problèmes-là, d'être dynamique, d'avoir un projet, d'avoir un programme, de mettre en œuvre des programmes sociaux en attendant qu'on puisse résoudre les problèmes disons, à moyen terme. Parce que les problèmes sont énormes. L'opposition, donc, le président élu de la République devra donc faire choix d'un nouveau Premier ministre. Alors, vous dites que le Premier ministre, il faut qu'il soit un homme de confiance du président de la République. Donc, c'est légitime, on peut le dire? Oui. Le Premier ministre ne doit pas servir d'écran au président. S'il sert d'écran, s'il fait ombrage au président, il sera démis. Donc le président a besoin de quelqu'un avec qui il peut s'entendre. C'est normal. Et partout. Même en France, quand on fait le choix du Premier ministre, il faut tenir compte quand on devait choisir entre, je dirais maintenant, entre Valls et autre chose, il y avait d'autres candidats. Donc, d'abord on a choisi Jean-Marc Ayrault, qui était le président du groupe pendant que l'on était le président du Parti Socialiste, premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous avez vu même aussi, quand il devait choisir entre Valls, donc à ce moment-là, il y avait de bonnes relations avec Valls, avec des gens qui pouvaient s'entendre. Quand il devait faire le choix tout récemment de quelqu'un pour remplacer Valls, il a choisi quelqu'un, Bernard Cazeneuve, avec qui il s'entend. Donc, c'est normal. Sinon, si le président ne peut pas s'entendre avec le président, il va avoir un blocage au niveau de l'État. Donc, il faut, dans un moment, il faut que les parlementaires comprennent qu'ils permettent au président de choisir quelqu'un qui lui soit proche. Il faut qu'il permette au président de choisir quelqu'un. Il ne faut pas qu'il barre. On ne peut pas imposer un Premier ministre au président de la République. Non, sinon, ça va être bloqué. On a connu l'expérience avec M. Préval. On a connu l'expérience avec Martelly, quand il a choisi, il a échoué dans le choix de Rouzier. Et maintenant, vous avez vu, quand on a choisi Conny, c'était pas son nom à lui. Son choix était Rouzier. Donc, on a perdu 6 mois. Maintenant, c'est avec Laurent Lamotte, les relations étaient meilleures par rapport à celles qu'il a eu avec Conny. Donc maintenant,
J'espère que le président ne commettra pas l'erreur. Il va s'arranger pour pouvoir choisir le Premier ministre en accord avec le Parlement. Et il faut que le Parlement lui donne une certaine latitude pour qu'il puisse faire le choix. Sinon, ce sera le blocage. Donc, il faut, comme il va commencer, il faut lui permettre de choisir le Premier ministre avec qui il peut s'entendre. Et puis, pour qu'il puisse, ça peut démarrer. C'est normal. Et le Premier ministre, comme vous dites, il ne faut pas faire ombrage au président de la République. Il ne peut pas faire ombrage, sinon il sera, je ne dirais pas destitué, comme il ne peut pas révoquer le Premier ministre, mais le président lui demandera de donner sa démission. Donc ça, c'est important. C'est important, sinon c'est le blocage. Le président a besoin de quelqu'un. Donc je pense qu'on a connu des moments, c'est normal, oui, parce que c'est le président que le peuple connaît, oui. C'est lui qui a été au devant de la scène, c'est lui qui a fait des promesses. C'est lui qui a fait des promesses, c'est lui qui s'est engagé auprès de la population. Donc, vous regardez au Premier ministre qui ne peut pas, le président qui peut pas mettre en œuvre les promesses qu'il a faites à la population. Donc, c'est pourquoi, parce que l'idée des constituants, quand ils ont choisi le Premier ministre, c'est de pouvoir contrebalancer le pouvoir du président. Parce qu'on dit, si le président venait à être dictateur, au moins, il aurait avec eux les parlementaires, il y aurait avec eux le Premier ministre. Et dans la pratique, c'est pas ce qui se fait. Le président veut gouverner. Donc, alors que la Constitution ne prévoit pas, parce que le président n'est pas le chef du gouvernement, le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Donc, le président a besoin de gouverner, mais la Constitution l'interdit de gouverner. Donc, vous avez un conflit entre la réalité, la mentalité qui est présidentielle et la Constitution qui enlève le pouvoir du gouvernement au président. Parce que c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement du Premier ministre, mais en fait, c'est le gouvernement du président. Donc, c'est ça qui va arriver. J'espère que le président finira par constituer une majorité de façon à choisir le Premier ministre. Le Premier ministre pourra s'entendre avec le président et de façon à pouvoir gouverner le pays. Alors, autre question soulevée ces derniers temps, Maître Dorval, c'est la question de la Constitution qui revient à nouveau. On parle de la nécessité de cette cour constitutionnelle pour résoudre les problèmes constitutionnels rencontrés au niveau de la République. Et quels sont vos commentaires, quelles sont vos analyses, Maître Dorval? Bon, la création du Conseil constitutionnel, c'est une bonne chose. Bon, nous autres, nous avons préféré le thème cour constitutionnel. Bon, ils ont retenu, ça a été fait débat, on a retenu. Mais le problème, c'est que l'amendement est controversé. Moi, je considère que c'était un pas de franchi en créant le Conseil constitutionnel. Parce qu'il faut assurer la suprématie de la Constitution. Le Conseil est là pour assurer la suprématie de la Constitution par rapport aux autres normes juridiques, par rapport aux lois. Donc, dans l'amendement constitutionnel, on a prévu un Conseil constitutionnel qui est compétent pour vérifier la conformité de la loi par rapport à la Constitution, la conformité des règlements et des actes administratifs par rapport à la Constitution. Mais il se trouve que cet amendement est controversé, a fait l'objet de critiques. Est-ce qu'on peut affaiblir cette institution-là? Voilà que vous avez une Constitution qui doit être protégée, dont la suprématie doit être assurée par le Conseil constitutionnel, et ce Conseil constitutionnel se trouve dans un amendement controversé. Moi, je pense que la chose à faire, c'est de revoir la Constitution. On a perdu le momentum pour le faire pendant la période où il n'y avait pas de Parlement. Il fallait poser la réforme constitutionnelle. On a raté 2 occasions. On a raté 2004, on a raté encore 2006, et on a raté encore cette fois-ci. Donc maintenant, si on va le problème, le Conseil va perdre de son autorité, puisqu'il sera tout le temps critiqué pour dire quel amendement en vigueur, quel amendement en vigueur, cette Constitution n'est pas bonne, c'est un faux. Donc ça pose problème. Je pense c'est très vraiment délicat pour mettre en œuvre ce Conseil constitutionnel. Je comprends les gens qui l'ont dit, ils sont de bonne foi. Mais le problème, c'est que on va saper l'autorité du Conseil constitutionnel. Deuxième problème. Si on maintient l'idée, on veut le faire, il faut une loi d'abord. Il faut une loi.
C'est comme le Conseil électoral qui n'a jamais eu de loi électorale, de loi d'organisation. Ce que vous avez la loi organique, la loi qui organise le Conseil. Vous avez une loi électorale. La loi électorale, c'est la loi électorale. Il y a une loi d'organisation. Qu'est-ce qu'est le statut des membres du Conseil électoral provisoire? Bon, on ne devrait pas avoir le statut pour eux, c'était provisoire. Permanent. Quel est le statut? Il n'y a rien. Peut-être qu'on trouve des dispositions éparses dans la loi électorale. On devrait avoir une loi sur le Conseil. Sur le Conseil. Et en plus, la loi électorale. Mais c'est pas ce qui se fait. Par exemple, on prévoit dans la loi électorale la création d'une direction exécutive, mais ça doit figurer dans une loi d'organisation du Conseil. Donc, si on va on veut à tout prix créer le Conseil constitutionnel, il faut une loi d'abord. Donc en clair, aujourd'hui, on a un décret électoral donc pour l'organisation des élections, mais il n'y a pas une loi qui régit le mode de fonctionnement de l'institution électorale. Ça n'existe pas. Donc, c'est là, vous avez la loi électorale. Et est-ce qu'on va se trouver la même situation? On va nommer le Conseil constitutionnel sans loi. D'ailleurs, même pour la loi de procédure. Quelle est la procédure? Comment fonctionner? Donc, on ne peut pas avoir ça. Mais c'est pas au Conseil constitutionnel de faire sa propre loi. Le danger, quand vous laissez au Conseil de faire sa loi, elle va faire la loi qui lui convient. Montesquieu l'a dit. Si celui qui va exécuter la loi, qui va faire la loi, il fera la loi conforme à ses intérêts. C'est pourquoi il faut éviter tout ça, il faut une loi préalable. Donc je prends le cas du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il y avait une loi créant le Conseil supérieur du judiciaire. Bien sûr, la Constitution prévoit la création. La Constitution est entrée dans certains détails. Mais il faut une loi d'organisation de procédure. Pour comment saisir? Dans quel délai? Quand la loi, une fois votée par le Parlement, dans quel délai saisir le Conseil? Alors, est-ce qu'il saisit immédiatement? Allez. Alors, pour la Constitution, quoi faire aujourd'hui, Maître Dorval? Il faut changer les articles qui posent problème. Que peut-on faire? Moi, je pense que le président Jovenel devrait poser le problème de la réforme constitutionnelle. Je pense qu'il a intérêt à le faire. Il faut poser. Il y a des problèmes qui sont récurrents, des problèmes qui reviennent. Donc, j'ai l'impression qu'il doit poser le problème de la réforme constitutionnelle. Donc, je pense que, bon, il a annoncé des étapes sectorielles. Moi, j'ai des réserves. Mais je pense que la chose à faire, c'est de poser le problème de la réforme. On ne peut pas vivre dans chaque fois, on dit je suis parti donner une conférence à Boston. On m'a invité. Je suis allé. Les gens me demandaient quelle constitution en vigueur. Partout où je passe, on me demande quelle constitution en vigueur. C'est anormal. Vous avez dans un pays, et puis, la constitution qui organise l'État, il y a des difficultés dans la constitution. Donc maintenant, on l'a publié. Maintenant, je pensais qu'on allait revenir après 4 ans, pour pouvoir revoir, ne serait-ce que pour entériner ce qui a été fait. Ouais, ne serait-ce que pour entériner. Mais on n'a pas pu le faire, il y avait la crise. Bon, maintenant, vous avez une constitution qui pose problème. Quelle est la version en vigueur? La version qui a été votée, c'est pas la version qui a été publiée. Maintenant, vous avez une version qui a été votée. Maintenant, les gens contestent tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre ce problème. On ne peut pas contester tout le temps la Constitution. Alors, comment opérer cette réforme constitutionnelle, vu les contraintes enregistrées au niveau de la Constitution de 1987? Comment revisiter cette Constitution? C'est ça le problème, parce que est-ce qu'on peut sortir de la procédure? Donc, si on sort de la procédure, le problème qui va s'opposer, ça va soulever des difficultés. Comment parler au Parlement de façon à ce que le Parlement accepte qu'on puisse faire quelque chose? Et nous ne sommes pas dans le délai. Il faut attendre la fin de la législature des députés. Donc, est-ce qu'on peut attendre tout ce temps-là? Et si on attend, on ne peut pas faire la réforme constitutionnelle, est-ce qu'on peut mettre en œuvre le Conseil constitutionnel qui est dans un amendement controversé et même contesté? Et est-ce que, donc, tout ça, le problème est là. Donc, est-ce que on peut avoir un Conseil sans loi préalable? Donc il faut selon vous un consensus, parce que comment peut-on être prisonnier d'un texte alors que le monde se modernise, il y a des articles à modifier dans le cadre de cette constitution, mais il y a des contraintes. Donc comment je prends le cas des élections avec le BCED, le BCEN. Regardez ce qui s'est passé. Les gens contestés, les gens qui ont décidé contre eux. Moi, ils ont raison. Hein? Ils ont raison. Vous avez décidé contre moi,
si j'exerce un recours, c'est devant une autre instance. Donc, regardez, on perd du temps, le BCE, on conteste devant le BCED, le CEP a pris une décision, on conteste devant le BCED, alors que le BCED dépend du CEP. On ne peut pas contester. Est-ce qu'on peut demander, est-ce que le CBCD est fait? C'est le même corps. Oui, le BCED se déclare incompétent. Mais il ne peut pas annuler la décision du Conseil. Vous avez compris? On perd du temps. Et maintenant, vous arrivez devant le Conseil, comment demander à des juges, à des gens qui ont pris une décision, de revenir sur leur décision? C'est très difficile. Ça pose problème. Il faut voir, pour moi, il fallait avoir un recours externe. En 2006, c'est ce qui a été prévu. En 2007, c'est ce qui a été prévu. Le recours devant la Cour de cassation. Lors de l'affaire Simeus, on a enlevé le recours devant la Cour de cassation. Il faut recours. S'il y avait un conseil, dans le cadre d'une réforme constitutionnelle, on aurait pu prévoir que le Conseil constitutionnel serait saisi d'une contestation, de la contestation de l'élection présidentielle. Vous avez compris? Et à ce moment-là, s'il y a un recours, on le fait devant le Conseil qui va valider les pouvoirs du président. On fait devant le Conseil constitutionnel, pas devant le CEP. Peut-être que pour les élections locales, on peut pouvoir une autre instance, mais le CEP ne peut pas être jugé parti à la fois. Ça pose problème. Donc quand les gens ont récusé, moi je n'avais rien dit, mais j'avais compris. Mais ceux qui ont récusé, ceux qui n'ont pas voté, ils ont raison. Vous avez compris? Le groupe qui a, ils ont dit qu'ils ont récusé les trois qui n'avaient pas voté et la décision. Ils avaient raison. Hein. Mais ceux qui ont décidé de récuser les juges qui ont voté, ils avaient raison. Comment demander? Je ne peux pas vous faire confiance. Vous avez décidé, vous avez pris une décision. Vous allez me demander de revenir dans ma décision. Et le CEP ne va pas publier des résultats faux. C'est ça le problème. Donc pour vous, Maître Dorval, la réforme constitutionnelle est indispensable. Mais comment provoquer cette réforme? Comment opérer? Elle devrait être le préalable aux élections. C'est ce qui devrait être fait avant. On aurait dû organiser les élections avant. La réforme, on aurait dû faire la réforme avant, ensuite les élections. Le problème qui va se poser, supposons qu'on prenne l'initiative de l'amendement. Mais si on amende la Constitution dehors des formes prévues, le président qui est là doit mettre en cause son mandat. Il doit avoir une légitimité constitutionnelle. C'est tout le problème qui est là, tout le problème de l'enjeu. Mais est-ce qu'on peut attendre? La procédure est compliquée. De quel temps on va faire ça? Mais sinon, il faut attendre, avant d'instituer le Conseil constitutionnel, il faut attendre la révision, revoir ce qui a été fait. Réexaminer ce qui a été fait. On garderait ce qu'il faut garder. Maintenant, on garderait. Mais maintenant, pour l'instant, ça pose problème. Il y a plein de choses dans la Constitution qu'il faut voir aussi. Et la séparation du contentieux, de la Cour des comptes, du contentieux administratif. Il y a plein de choses qu'il faut voir. Il y a plein de réformes à faire. La question du bicéphale de l'exécutif. Toute une question à poser. Bon, même pour les parlementaires. La durée des vacances parlementaires est trop longue. Ou on prévoit une seule vacance. Par exemple, ils travaillent d'octobre à juillet, ou bien à juin, ils ont eu un mois de vacances. Comment tu pourras mettre quelqu'un en vacances? Ils ont passé 4 mois et demi. 4 mois et demi de vacances sans rien faire. Ils n'ont pas été convoqués à l'extraordinaire. Mais pourquoi convoquer à l'extraordinaire? C'est pendant ils peuvent avoir, comme tout le monde, travailler pendant l'année, et puis ils ont des vacances, peut-être un mois. S'il y a un problème, on peut les appeler. Donc là, tout ça, il faut revoir tout ça. La question de la diaspora aussi. La question de la diaspora, il faut voir tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas permettre à ceux qui ont une nationalité, parce qu'on prévoit la plurinationalité, d'avoir des parlementaires de l'étranger? Pour la question du président, ça pose problème, ça. Et ça, c'est très discutable. Mais pour les être parlementaires de
de la diaspora, soit aux États-Unis, au Canada, il y a quelqu'un qui est candidat. On peut prévoir tout ça. Bon, il faut prévoir ça, il faut leur permettre. Bon, le député m'a dit, bon, on ne peut pas le permettre maintenant de venir. Si maintenant ils viennent en Haïti, il raflerait tous les sièges parce qu'ils ont les moyens. Donc, mais on peut organiser de faire en sorte qu'ils puissent voter là où ils sont. Et à ce moment-là, ils peuvent désigner un parlementaire qui représente leurs intérêts. Les élus de l'étranger. Les élus de l'étranger, les parlementaires de l'étranger. Que ce soit au Canada, on peut prendre par exemple les États-Unis, Canada, la France, on peut prendre tout ça, qui représentent tous ces parlementaires. Eux-mêmes, ils voteront là où ils sont. Le problème. Donc là, vraiment, c'est trouver la bonne carburation pour modifier la Constitution. Il faut trouver la bonne carburation. Le problème, c'est le problème de la procédure. Il faudrait attendre 3 ans. Parce qu'on a déjà on a passé une année avec. Donc, il faut attendre 3 ans. Donc, ça, c'est pour le faire. Et ça va prendre du temps. Et c'est pourquoi la question, quand les gens veulent créer le Conseil constitutionnel, ce sera une bonne chose pour le pays. Mais le problème, il ne faut pas affaiblir le Conseil constitutionnel. Ce que je dis à ceux qui demandent l'établissement du Conseil constitutionnel, il faut pas affaiblir le Conseil constitutionnel. Il est appelé à assurer la suprématie de la Constitution. Comment demander à une mission qui est appelée à assurer la suprématie de la Constitution? Donc, comment cette même institution se trouve dans un amendement controversé et même contesté. Donc, je pense qu'il faut résoudre ce problème. Je pense qu'avant tout, il faut résoudre le problème de la Constitution. Donc, il faut résoudre le problème de la Constitution, le problème du Conseil constitutionnel. Et puis, il y a d'autres amendements à faire de la Constitution. C'est pourquoi il faut poser le problème de la réforme constitutionnelle. Je pense que le président aussi, Jovenel, a intérêt à voir ça parce que l'amendement est controversé. Nous autres, on était vraiment, ne serait-ce que pour le Conseil constitutionnel, et on disait, bon, voilà, mais on a vu qu'on pensait qu'on allait résoudre le problème et avant le départ de M. Barthélémy, ça n'a pas été résolu. Le problème est là, il y a des problèmes qui reviennent, qui sont récurrents. Donc, comment résoudre ce problème? Donc, je pense qu'on ne peut pas. Une constitution, c'est important, c'est le processus qui organise le pays. On ne peut pas faire l'impasse sur cette question-là. C'est important. Je pense que le problème de la réforme constitutionnelle est important et tout le problème, c'est le problème de la procédure qui est le problème. Et à quel moment on peut le faire? Donc, c'est ce que le président Matéli aurait dû faire. Quand il y avait le problème de l'amendement l'amendement qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, le président aurait dû maintenant, en tant que président, il fallait poser le problème de la réforme constitutionnelle. Mais il n'a pas pu le faire. Il n'a pas eu de Premier ministre. Il était entré dans un truc tellement compliqué. Il n'avait pas de Premier ministre. Il ne pouvait pas avoir de Premier ministre. Et le Premier ministre qu'il a choisi a échoué. Il a envoyé un deuxième qui a été rejeté. Et c'est le troisième, vraiment, qui n'était pas son Premier ministre. On a vu comment ça s'est terminé, 4 mois après. Ensuite, il a pu choisir quelqu'un qui était proche, c'était monsieur Laurent Lamotte. Et à la fin, il y a eu cette brouille. Ouais. Alors, Maître Dorval, le président élu de la République, il a souligné la nécessité de la constitution du Conseil électoral permanent. Il a dit lors de son discours, tout de suite après son élection. Ça, pour vous, c'est extrêmement important d'avoir définitivement cette institution électorale permanente. Il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. On a des provisions pour le faire. Même là encore, ça pose problème. Vous êtes toujours dans l'amendement controversé. Bon, comme c'est le Conseil électoral, bon, c'est toujours, on a le mécanisme qui avait été prévu dans la Constitution initiale, je dis, dans la Constitution de 87. Donc, c'était vraiment, on passe par les ASEC, à partir des AM, les assemblées municipales et départementales. Ça a été supprimé. Maintenant, c'est les 3 pouvoirs qui font le choix. Donc, bon, c'est nécessaire d'avoir un conseil électoral permanent, de façon qu'on puisse résoudre les problèmes, parce qu'on n'a pas le temps des fois. On est pressé. Le conseil électoral n'a pas le temps. Donc, un conseil électoral permanent aura plus de temps pour pouvoir organiser les élections et tout ça. Mais il faut choisir des gens qui ont vraiment une bonne renommée, pour ne pas vraiment, il faut éviter tout ça, d'avoir n'importe qui. Et au niveau du conseil électoral, parce que c'est 9 ans que ces gens vont avoir, on ne peut pas avoir n'importe quel qui dans le conseil électoral permanent. Et là, si vous le faites plus tôt, c'est mieux parce que si à la fin de votre mandat, vous constituez le CEP permanent, il y aura certaines suspicions dans l'air. Donc, si vous faites dès le lancement de votre mandat, donc ça poserait pas de problème en principe. Oui, s'ils veulent le faire, bon, ils peuvent le faire au début. Sinon, si ça après, on peut penser que c'est un CEP
juste pour les élections pour le président. Donc, c'est pourquoi il autant le faire le plus tôt possible. Alors, maître Dorval, nous parlons. Mais il faut résoudre le problème de la Constitution qui est essentiel aussi. Il faut tout le problème est là. Est-ce qu'il faut un package pour voir tout ça? Et s'il faut appeler conseil électoral permanent, donc c'est le conseil électoral. Bon, pourquoi appeler permanent? Pourquoi mettre permanent? À ce moment-là, donc je comprends qu'on devait agir provisoire. Donc si on fait la réforme, on se demande pourquoi appeler le conseil électoral permanent. Donc ce sont les problèmes à résoudre. Alors Maître Dorval, on va aborder la question qui fait l'actualité, l'arrestation du candidat, du sénateur élu de la Grand'Anse, Guy Philippe, qui est actuellement dans les prisons américaines. Et hier, il était paraître devant un juge là, et Guy Philippe plaidait non coupable. Bon, nous autres, on ne rentre pas. Il faut dire que nous autres, en tant qu'avocats, nous ne traitons pas les dossiers de drogue. On ne sait pas si Guy Philippe a commis l'acte qui lui est reproché. On ne sait pas. Et nous ne traitons pas de ça. C'est pourquoi ce n'est pas le fond qui nous intéresse. Nous sommes intervenus sur la question parce que la forme aussi nous a choqués. Et la forme a choqué non seulement que tout le monde, beaucoup de gens dans le pays. Et est-ce que un État peut accepter que notre État vienne arrêter des gens chez lui? Le problème est là. Lors même que cette personne aurait commis un acte sur le territoire de l'autre État, il y a une législation haïtienne sur l'extradition. On nous parle d'un accord qui a été signé. L'accord de 97 entre Madeleine Albright et René Préval. La date, il faut rappeler la date, c'est le 17 octobre. C'est le 17 octobre 1997. Ça a été ratifié le 19 décembre 2000. Ça a été promulgué le 25 juin 2002 et le 25 juillet, ça a été publié. Mais nulle part, dans l'accord, on permet aux États-Unis de venir chercher un Haïtien en Haïti, de venir arrêter un Haïtien en Haïti. Nulle part. Et l'accord donne aux États-Unis la compétence de patrouiller dans la mer, dans les territoires haïtiennes, pour combattre le trafic illicite de drogue. Dans les bateaux, on prévoit que la présence des officiels haïtiens, s'ils doivent procéder à une arrestation, ils doivent voir le policier haïtien. Ils ne peuvent pas arrêter. L'accord ne dit pas si on arrête quelqu'un dans les eaux territoriales. Mais l'accord ne donne pas compétence aux États-Unis de venir intervenir sur terre. Je ne sais pas. Donc, on ne peut pas venir. On n'a pas arrêté Guy Philippe en mer. C'est pas en mer qu'on a arrêté. Et c'est sur terre. Donc, par conséquent, on a violé l'accord. L'accord a été violé. Et on se demandait s'il y avait des autorités dans le pays. Les États-Unis ont signé une convention en 1904 avec Haïti. Un traité. Ce traité stipule, il y a un article du traité qui stipule, aucune des parties à ce traité ne sera tenue d'extrader ses propres citoyens. Donc, le traité interdit l'extradition de national. On ne peut pas obliger le pays, Haïti, d'extrader ses propres citoyens. Il y a une loi de 1912, 9 août 1912, qui dispose que l'État d'Haïti ne livrera pas ses justiciables. Et dans le même article, on dit sont justiciables les Haïtiens. Donc, les deux textes interdisent l'extradition. L'accord ne prévoit pas ce genre de choses. Donc, l'extradition est prévue pour un étranger qui aura fui, c'est pourquoi on parle de fugitif, qui aura fui les États-Unis et qui s'est caché quelque part, qui se serait caché quelque part, ou bien soit en Haïti. À ce moment-là, il y a une procédure qui est prévue.
que c'est la procédure. Il y a une demande d'extradition qui doit être faite par les États-Unis à travers l'agent diplomatique qui est l'ambassadeur, qui envoie la demande au ministre des Affaires étrangères, qui est son vis-à-vis. Le ministre des Affaires étrangères maintenant saisit le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, lui, maintenant, envoie le dossier au parquet. Le parquet saisit le cabinet d'instruction, le juge d'instruction. Le juge d'instruction, lui, maintenant, se réunit. Dans le temps, on parlait de chambre du conseil. C'est à ce moment-là qu'on juge. Le juge d'instruction fait venir l'intéressé, parce que le parquet décerne un mandat d'amener contre l'intéressé et envoie le dossier au cabinet d'instruction avec le dossier doit être prêt, on doit dire, dans le dossier, il doit dire maintenant le fondement de la demande d'extradition, pour les motifs pour lesquels on demande l'extradition. Il y a un dossier complet. Tout complet. Et quand le juge se sera prononcé, on envoie la décision du juge pour l'extradition. Le juge peut décider d'extrader. Le gouvernement n'est pas lié par la décision du juge. Le gouvernement peut refuser l'extradition. Et si le juge estime qu'il n'y a pas lieu à extradition, le gouvernement est lié par la décision du juge. Vous avez compris? Et le gouvernement doit respecter la décision. Non, il y a deux cas. Ou bien le juge décide qu'il y a lieu à extradition, le gouvernement n'est pas lié. Le gouvernement peut rejeter. Si le gouvernement accepte l'extradition, à la demande du juge, le gouvernement doit se réunir, le conseil des ministres doit se réunir et prendre un arrêté d'extradition. Il doit avoir un arrêté d'extradition. Et dans le cas de Guy Philippe, il n'y a pas eu d'arrêté d'extradition. C'est pourquoi moi, je n'ai pas parlé d'extradition, moi. Les gens parlent d'extradition. Moi, c'est un acte de déportation. Il n'y a pas d'extradition. La procédure n'a pas été respectée. D'ailleurs, on n'extrade pas un national. Bon, l'homme même qu'on aurait extradé, est-ce qu'il y a eu un arrêté d'extradition? Vous avez vu, c'est le calme, là, le silence complet. Et quand on a vu la façon dont Philippe a été arrêté, dans la façon dont il a été traité, et nous autres Haïtiens, nous ne sommes pas d'accord. Et ça pose le problème de l'État haïtien. On se demande que l'État était fondé, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'autorité, on ne voyait personne. Personne. La police ne peut pas agir de son propre gré. La police dépend de l'autorité civile. Il y a un ministre de la Justice. Le directeur général ne peut pas agir, ne peut pas remettre un Haïtien aux États-Unis. Non. Il y a le ministre. D'ailleurs, il doit s'y avoir une extradition d'un étranger. La Constitution dit maintenant, aucun Haïtien ne peut être déporté. Il ne peut pas être forcé. Voilà. Maintenant, si on a prévu l'extradition, mais ce n'est pas un Haïtien qu'il faut extrader. Donc, il faut le juger. Est-ce qu'on peut venir arrêter un Haïtien ici? Donc, on est exposé. C'est comme si on était dans un désert. N'importe quel pays peut venir arrêter un citoyen haïtien. Mais c'est pas le premier cas, l'arrestation de Guy Philippe. C'était anormal. C'est anormal. Donc, il faut mettre fin à ça. L'accord ne prévoit pas ce genre de choses. C'est sous mer. On poursuit quelqu'un sous mer avec les bateaux, avec la présence des Haïtiens. Et si on arrête dans les eaux haïtiennes, l'accord ne dit rien. Je pense que, puisque ça fait partie du territoire haïtien, parce que le territoire n'est pas seulement terrestre, il y a le territoire maritime, il y a le territoire aérien. Donc les avions peuvent survoler. Si on arrête dans le territoire aérien, haïtien, ou territoire aérien, donc c'est le juge haïtien qui est compétent. Vous avez compris? C'est le juge. Si c'est en haute mer, donc on peut partir, on peut aller aux États-Unis avec. Donc c'est pas que nous autres, nous ne défendons pas les cas de drogue, c'est pas le fond qui nous intéresse. Est-ce que la personne est coupable ou pas? Je ne sais pas. Vous avez vu dans la loi de 1912, il est clairement dit, le juge qui aura été saisi d'une demande d'extradition ne pourra pas connaître de la culpabilité de l'intéressé. Ce qui l'intéresse, est-ce que la procédure a été respectée? C'est ça qui l'intéresse. Le juge ne peut pas juger de la culpabilité de tel ou tel,
de telle ou telle personne. Non, c'est pas ça, c'est pas de sa compétence. C'est le juge qui est saisi du dossier qui va pour vous dire est-ce que la personne est coupable ou pas. On va voir est-ce que tout a été correct. Et le gouvernement n'est pas obligé. Voilà. Maintenant, est-ce que Guy Philippe, est-ce qu'il y a eu un ordre pour qu'on puisse partir avec lui? Si c'est le cas, nous sommes dans une sorte de déportation d'État. Parce que ce n'est pas l'extradition, c'est une déportation. Parce qu'il faut... C'est l'État qui a décidé de déporter un de ses citoyens. Oui, il a déporté ses citoyens. Ce n'est pas la déportation, comme on voit. Quand on voit en prison les citoyens. C'est ça qui s'est fait là. C'est comme ça que j'interprète ça. Parce que nous ne sommes pas dans un cas d'extradition. La procédure de l'extradition n'a pas été respectée. Est-ce que le juge s'est prononcé? Le commissaire du gouvernement a dit qu'il n'était pas au courant, il n'était pas au courant du dossier. Et d'après la loi sur l'extradition de 1912, la loi fait obligation au ministre de la Justice de transférer le dossier au parquet. Ça n'a pas été fait. Et il y a un juge d'instruction qui doit être saisi par le parquet. Ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu d'arrêté d'extradition. Donc nous ne sommes pas dans un cas d'extradition. Nous sommes dans un acte qui nous rattachable au droit. Nous rattachable au droit. C'est pourquoi on parle déportation. L'ambassade américaine, dans le communiqué, a spécifié que Guy Philippe a été transféré aux autorités américaines par le gouvernement. Comment transférer? Transférer quoi? Comment transférer? Transférer de quoi? Donc c'est quelqu'un qui a été arrêté, comment transférer? Ça va transférer. Donc on ne peut pas transférer, c'est l'extradition. Comment transférer? Et d'ailleurs, le traité de 1904 conclu entre les États-Unis et Haïti interdit l'extradition. Aucune des parties à ce traité ne sera tenue d'extrader ses propres citoyens. Aucune des parties. On n'extrade pas son national. On n'extrade pas. Et la loi de 2012 interdit ça. Donc maintenant, c'est la justice haïtienne qui aurait dû se prononcer sur cette question. C'est quoi le problème? L'arrestation est inconstitutionnelle, viol inconstitutionnel, parce que la Constitution interdit tout ça. L'arrestation viole le traité signé entre Haïti et les États-Unis. Ça viole la loi de 2012 sur l'extradition et ça viole aussi. Il y a une loi aussi de 2001 sur le trafic illicite de la drogue qui prévoit l'extradition, oui. Mais pour l'extradition est prévue dans le cas de quand on recherche un étranger sur le sol haïtien. À ce moment-là, l'homme même qui s'agirait d'un étranger, parce que j'ai entendu dire, oui, est-ce que Philippe n'est pas un étranger? Ah ben, mais si c'est un étranger, on ne peut pas livrer un étranger comme ça, non? Si c'est un étranger, il faut faire une demande d'extradition avec un dossier. Et le dossier doit être remis à la justice haïtienne. Et la justice doit se prononcer sur la question. On doit entendre l'intéressé. Il faut un arrêté d'extradition. C'est comme ça un étranger. L'homme même qui s'agit d'un étranger, oui, il faut suivre la procédure. La procédure n'a pas été respectée. Dans aucun cas, ça n'a pas été respecté. Donc par conséquent, c'est pourquoi il dit maintenant comment c'est un acte grossièrement illégal, irrégulier. Donc c'est un acte de déportation d'État. Est-ce qu'on peut culpabiliser les Américains? Bon, ils ont été aidés par l'État haïtien. On se demandait où se trouvaient les dirigeants haïtiens. Ils étaient introuvables. Comme si le pays n'avait pas d'autorité. Alors, comment justement vous expliquez, il n'y a aucune déclaration qui a été faite jusqu'à cette minute par le président provisoire ou le Premier ministre, le ministre de la Justice, en tout cas le gouvernement, silence radio. Donc, il n'y avait pas d'autorité. Le pays s'était trouvé sans autorité. Et même l'ambassade américaine a pris la peine de sortir un communiqué. Eux-mêmes n'ont rien dit. Jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc maintenant, vous avez vu, on était vraiment tout à fait, comme on dit chez nous, on était dans un désert, on était, comme on dit chez nous, on était dans une savane, libre, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, ils étaient à l'aéroport, on a vu, il faisait monter Guy Philippe, il le faisait descendre. Donc, ça pose problème. Donc on se demandait, est-ce qu'on est livré? Alors que, quel est le rôle des autorités? L'État est là pour protéger ses citoyens. Même le criminel, parce que pour être criminel, il faut avoir été jugé, oui. Un délinquant doit avoir, pour être déclaré délinquant, oui. Donc, même le criminel, même
Parce qu'on est présumé innocent. Même le soi-disant criminel doit avoir la protection. Klaus Barbie a été protégé. Il a eu comme avocat Jacques Vergès. Il a été protégé. Regardez, s'il a été là-bas, on lui a donné un avocat. Oui, mais aux États-Unis, on l'a protégé. Ici, il n'a pas accès à ses avocats. Donc ça pose problème. Ces avocats n'ont pas pu le voir. Oui, le voir. Et ils n'ont pas accès à Guy Philippe. Donc, alors que les garanties judiciaires n'ont pas été respectées. Et toute personne doit avoir un avocat. Et nul ne peut être interrogé en dehors de son avocat. Donc maintenant, ça pose problème. On se demandait où se trouvaient les autorités. Est-ce que le pays n'avait pas d'autorité à ce moment-là? Pourquoi on laisse faire? Donc c'est ça le problème. Parce qu'il a été interpellé par la police nationale et remis aux autorités américaines. Mais voilà, mais la police n'a pas ce droit. Donc, la police dépend des autorités civiles. Nous sommes le ministre de la Justice, il y a le Premier ministre, je parle. Le CSPN n'a pas cette compétence, non? Ouais. N'a pas cette compétence, non? Ouais. Donc on donne des compétences. On donne des compétences qui sont pas prévues dans la loi, non, au CSPN. Non, c'est pas son rôle. Donc, c'est les autorités civiles, le ministre de la Justice, le Premier ministre, le président de la République. Au niveau national, au niveau international, c'est le président qui est le chef de la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères aussi. Quelqu'un m'a dit, même pour qu'un avion puisse débarquer, il faut l'autorisation des autorités. Même pour que l'avion puisse arrêter sur le tarmac de l'aéroport, il doit avoir l'autorisation des autorités haïtiennes. Un avion ne peut pas venir comme ça, non? Il faut avoir l'autorisation, oui, du gouvernement haïtien. Donc maintenant, le problème est là. Donc maintenant, on se demande, le problème, ce n'est pas le problème de Guy Philippe, s'il est commis l'acte, mais la forme pose problème. C'est pourquoi les gens ont dit, mais est-ce que nous sommes exposés? On est tous exposés. Donc on n'a pas de pays, on n'a pas d'autorité. Quel est ce problème-là? Donc c'est tout le problème, ce n'est pas un problème de Guy Philippe, c'est une question de principe. Pour que ça ne se reproduise plus. C'est pourquoi les gens manifestent. Et quand on a vu Guy Philippe enchaîné, il y a des gens qui ont pleuré. On a vu enchaîner. Ça nous rappelle l'esclavage. Ça nous rappelle tout ça. Et puis, ça tombe juste quelques jours après le 1er janvier. On vient de fêter l'indépendance nationale. Le 1er janvier. Donc maintenant, le problème est là. La responsabilité des autorités dans cette histoire-là. Comment vous expliquez justement ce silence des autorités? Ils étaient consentants à ce départ. Puisqu'on ne peut pas. Est-ce que les Américains, moi je connais les Américains, ils ne vont pas venir chercher quelqu'un sans avoir au moins un écrit quelque part. Il faut avoir quelqu'un, pour avoir une couverture, avoir un écrit. Il y a quelqu'un qui a signé. C'est pourquoi ils ont disparu, ils ne peuvent rien dire. Parce que les gens, la majorité de la population, n'accepte pas ce qui s'est passé. Personne ne veut assumer cette histoire-là. Il y a des gens, peut-être certains secteurs politiques, qui disent « Mais pourquoi ça dérange ? Parce qu'on a déjà procédé à l'arrestation du président du Sénat, etc. » C'est anormal. Maintenant, c'en est trop. Si on a quelqu'un à l'aéroport des États-Unis, quelqu'un qui travaille, là, c'est autre chose. Mais sur le sol d'Haïti, il y a une procédure à suivre. L'accord ne permet pas d'arrêter les gens sur le territoire haïtien. L'accord a été violé. La Constitution l'interdit. Et la loi, à ce moment-là, dans ce cas, c'est une extradition. Si c'est une extradition, il doit avoir un arrêté d'extradition. Il doit avoir une procédure. Il faut que le dossier soit soumis au juge et que le juge se prononce sur cette demande d'extradition produite par l'État étranger. Et d'ailleurs, on n'extrade pas un Haïtien. C'est tout le problème là. C'est pourquoi je parle de déportation d'État. Avec la complicité d'État. Je ne parle pas d'enlèvement. Non, c'est une déportation d'État. Je ne crois pas que les Américains viendraient chercher quelqu'un sans avoir l'autorisation des autorités haïtiennes. C'est pourquoi elles se sont tues. Ce qui s'est passé est grave et nous ne pouvons pas l'accepter. Moi, je ne connais pas Guy Philippe, moi. Je n'ai jamais rencontré, moi. Je ne connais pas Guy Philippe, il n'a pas de génération. Je n'ai jamais rencontré, je n'ai pas croisé. Mais c'est inacceptable d'accepter de voir ça. On nous dit oui, on a arrêté d'autres gens. Et les gens prétendent qu'on va venir arrêter d'autres personnes. Maintenant, il faut mettre un frein à ça. Quelle que soit la personne, les Américains ne peuvent pas venir arrêter cette personne-là. Nous ne devons pas accepter les choses. Ou bien on est un État, ou bien on n'est pas un État. Si quelqu'un ne veut pas nous défendre, il faut qu'il tire les conséquences. C'est là le problème qui est posé. Quand vous acceptez de diriger le pays, il faut assumer ses responsabilités. On a peur de quoi? On est exposé. C'est comme un enfant, un père qui livre ses enfants à la police comme ça. Non, on n'a pas le droit.
On a eu ce problème-là. Les gens refusaient d'extrader parce que l'État n'est pas obligé d'extrader. On ne peut pas demander. Et bien, c'est tout l'honneur du pays qui est en cause. C'est tout l'honneur. Tout l'honneur. Mais quel est l'honneur des autorités de ce pays? C'est pourquoi nous autres, nous disons stop à ça. Les Haïtiens sont côté. Le pays est choqué par cette histoire-là. Nous sommes mécontents de cette histoire. Beaucoup de gens sont. Les Haïtiens de l'intérieur comme de l'extérieur sont choqués. J'ai eu beaucoup de réactions. Moi, j'ai une position de principe sur cette question. On n'a pas le droit d'extrader un Haïtien. La loi l'interdit. La Constitution l'interdit. On n'a pas le droit. Alors, Guy Philippe, il a été élu sénateur de la République, donc il est en prison maintenant aux États-Unis d'Amérique. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce qu'il sera condamné par les autorités américaines? Je ne sais pas. C'est pourquoi je dis maintenant, sur le fond, je ne sais pas si je est coupable ou pas. Je ne sais pas. Parce que nous autres, nous ne défendons pas les cas de drogue, ni des cas de kidnapping. Donc nous ne savons pas s'il est coupable ou pas. Mais il est présumé innocent. Même s'il avait commis l'acte reproché, il doit être protégé. C'est le principe. Il doit être protégé. Et là, il demeure sénateur de la République. Il demeure sénateur élu. Il est sénateur élu. Élu. Et il n'a pas encore prêté serment. Ses pouvoirs ne sont pas encore validés. Il est sénateur. On ne peut pas le remplacer comme ça. On ne peut pas le remplacer. Et la radiation n'est pas prévue dans la Constitution, est interdit dans la Constitution. La Constitution interdit la radiation des parlementaires, on peut prendre des sanctions pour radier. Le seul article qu'on peut évoquer, l'article 113 de la Constitution, où l'on évoque la déchéance. La déchéance de la qualité de sénateur ou de député, c'est ce qui est prévu, moyennant qu'il y ait un jugement. Mais il faut que le jugement ait acquis l'autorité à se juger. Mais s'agissant d'un jugement étranger, il faut qu'il soit exécuté en Haïti. Bon, à moins qu'on suive la forme. Dans le cas actuel des choses, on ne peut pas le remplacer. Le poste reste vacant en attendant de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un jugement? Et ce jugement peut faire l'objet de recours. Il faut que toutes les voies de recours soient épuisées. À ce moment-là, qu'on vienne exécuter le jugement, à ce moment-là, le Parlement pourrait décider soit de la déchéance, de déchoir Guy Philippe de sa qualité de sénateur. Pour l'instant, il est sénateur. Quelqu'un m'a demandé est-ce qu'il peut être rémunéré. Bon, ça pose problème puisque du point de vue des finances publiques, il n'a pas encore prêté serment. Mais est-ce qu'il était couvert au moment de son arrestation? Il n'avait pas encore l'immunité. Pour moi, il était protégé. Je fais un raisonnement à fortiori, c'est-à-dire à plus forte raison. Parce qu'il y a plusieurs raisonnements en droit. Parce qu'il peut ne pas avoir de texte. Parce que il y a le décret électoral qui prévoit. Il était couvert pendant la campagne. Durant la campagne, et on ne peut pas prendre des mesures, c'est ce que j'ai décret, des mesures privatives de liberté contre un candidat. Mais quelqu'un m'a dit, c'est un ami à moi, mais quelqu'un, je dis maintenant, on discutait avec un ami, il a dit bon, moi, mon raisonnement, si pendant qu'il était candidat, il était couvert, maintenant devenu sénateur élu, il doit être protégé. Mon ami m'a dit, s'il n'était pas élu, il n'était pas couvert par l'immunité. S'il n'était pas élu. Mais il est élu. Donc, à plus forte raison, c'est le raisonnement fortiori. Donc, pour moi, c'est le même article qui continue. Vous avez compris? Donc, entre-temps, quelqu'un qui est candidat, il est couvert, il a une protection, on ne peut pas l'arrêter. Maintenant, devenu, s'il est élu, il n'est pas couvert. Ça pose problème. Il n'a pas encore l'immunité, il doit prêter serment. Pour moi, il aurait dû bénéficier d'une protection. C'est le raisonnement fortiori. Parce que tout le droit n'est pas dans les textes. Comment trouver une solution? C'est ça. Moi, je fais le raisonnement fortiori. Allez, à plus forte raison. C'est logique. C'est la logique. Le droit, c'est la logique. Donc, au contraire, en tant que sénateur, il doit être protégé. Bon, le droit doit avoir la sécurité, tout ça, oui. Quelqu'un qui est élu sénateur doit avoir la sécurité, oui. Ouais, sans avoir prêté serment, oui. Donc, par conséquent, il n'avait pas l'immunité. Parce que l'immunité, le député, le parlementaire est inviolable du jour de sa prestation de serment. Donc, moi j'ai dit maintenant, nous devons prendre conscience de cette histoire-là. Que faire de cet accord? L'accord ne prévoit pas que l'Américain puisse venir en Haïti arrêter des gens sur terre. C'est sur mer. Ils peuvent survoler les airs. Il faut avoir la présence des autorités haïtiennes dans le bateau. Sur les navires. Et dans l'avion. Tout. Pour survoler, il faut avoir l'autorisation du gouvernement. On vous permet de survoler, mais il faut avoir l'autorisation du gouvernement. Tout est là.
Bon, quelqu'un m'a dit, si vous voulez poursuivre quelqu'un, bon, on dit la poursuite à chaud. La poursuite à chaud. Quelqu'un, vous courez après quelqu'un. Mais s'il vient sur le sol haïtien, c'est les auteurs haïtiens qui sont compétents. Oui. Qui sont compétents. C'est ça le problème. Si ça est un haïtien, vous ne pouvez pas l'extrader. Vous ne pouvez pas le prendre comme ça, non? C'est un haïtien. Donc, par conséquent, et l'accord, si on va dénoncer quoi? On va dénoncer quoi? Parce on va arrêter sur terre. L'accord ne prévoit pas. C'est ça le problème. Sous mer, bon, vous êtes sous mer, dans les eaux territoriales, en avion, bon, là, c'est ce que prévoit l'accord. C'est ce que prévoit l'accord. Donc, vous avez dénoncé. Bon, les parlementaires ne peuvent pas dénoncer. C'est les dépassements. Vous avez dépensé quoi? Si les parlementaires veulent faire quelque chose, c'est d'annuler le décret de ratification, d'abroger le décret pour dire, de faire le retrait du décret. À ce moment-là, on rendrait inapplicable l'accord. Vous avez compris? Mais l'accord prévoit la dénonciation. Hein. Chaque parti peut dénoncer, l'un ou l'autre des partis peut dénoncer l'accord. C'est prévu dans l'accord. Donc, c'est les signataires de l'accord qui peuvent dénoncer l'accord, mais pas le Parlement. Le Parlement ne fait que ratifier l'accord. Le Parlement ne peut que faire l'abrogation de l'accord. On abroge l'accord. C'est pas même un retrait, c'est une abrogation. L'abrogation vise l'avenir. Mais dans le cas, à ce moment-là, on rendrait maintenant inopérant l'accord. Maintenant, dans la situation, mais le Parlement ne peut pas dénoncer l'accord. Et c'est l'exécutif, et même, parce que ça a été signé par le président Préval. C'est le président de la République qui peut dénoncer. C'est lui qui a signé. Le président de la République qui peut dénoncer. Bon, qui a été signé pas avec Mme Albright. Mme Albright, bon, là eux-mêmes, ils ne vont pas dénoncer. C'est eux-mêmes qui peuvent dénoncer. C'est le président de la République qui peut dénoncer. Bon, si le président ne peut pas le faire, le Parlement peut faire quelque chose, si on peut rendre inopérant l'accord, à ce moment-là, voilà. Est-ce que ces messieurs-là vont prendre l'initiative de le faire? Maintenant, quand vous allez dénoncer l'accord, qu'est-ce que vous allez dénoncer? Parce que l'accord ne donne pas compétence aux États-Unis de venir arrêter les gens sur le sol haïtien. L'accord ne dit pas ça. Moi, j'ai lu l'accord, il n'y a rien. Voilà. Maintenant, il y a une loi, entre-temps, il y a une loi de 2001 qui prévoit, en cas de poursuite, et si on poursuit quelqu'un, un étranger sur le sol haïtien, on dit qu'il faut suivre les lois sur l'extradition et les traités de l'état d'origine de ce ressortissant et Haïti. C'est comme ça on va voir. Même la loi de 2001 sur le trafic illicite des stupéfiants. Donc maintenant, c'est ça qui est posé. Donc je pense qu'on était vraiment dans un cas totalement d'illégalité, flagrante. Le peuple haïtien, la majorité des Haïtiens n'acceptent pas ce qui s'est passé. Donc, quelles conséquences tirer? Je pense que cette manifestation, cet acte de protestation des gens, donc, vont porter les États-Unis à réfléchir pour ne pas avoir ce genre de choses, parce qu'il faut respecter l'accord. Ou bien on demande le respect de l'accord, ou bien on demande le respect de l'accord. Mais on ne peut pas intervenir sur le sol haïtien pour arrêter des gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut combattre le trafic de la drogue. Il faut aussi que l'État fonctionne. Il faut que la justice fonctionne. Vous savez qu'on prévoit dans la loi 2001, par exemple, si quelqu'un fait le transport international de la drogue, on prévoit une peine de 10 ans à 30 ans d'emprisonnement. Le transport international. Quelqu'un ça on appelle le transit là. Ouais, on prévoit. Si on surprend quelqu'un en train de vendre de la drogue, en train de planter de la drogue, il y a une peine de 30 ans d'emprisonnement qui est prévue dans la loi haïtienne du 7 août 2001. Il y a des dispositions. Encore faut-il faire fonctionner l'État haïtien. Il faut que l'État fonctionne. Est-ce qu'on devrait soulever Rabdi Guy Philippe en Haïti pour qu'il soit jugé par... Est-ce que les Américains ne vont pas le faire comme ça? Ils vont le juger. S'il est coupable, il sera condamné. S'il n'est pas coupable, il sera libéré. Mais toutes les garanties seront prises pour qu'il soit jugé. Vous allez voir, les Américains vont respecter la justice américaine va respecter les droits de Guy Philippe. Vous avez vu ce qui s'est passé, comme ça s'est passé hier, et ils ont dit, vous plaidez coupable ou pas. Vous avez compris? Tout de suite après, on l'a pris devant un juge. Quand il est arrivé là-bas, rapidement, le lendemain, il a été pris devant un juge. Maintenant, on a donné une nouvelle date pour que l'affaire pour qu'il soit jugé. Donc, ouais, toutes les garanties sont là. Mais est-ce qu'on peut soulever l'illégalité de tout ça devant le juge? Je ne sais pas ce que vont faire les avocats de Guy Philippe.
Et s'il est libéré par les autorités américaines, il pourra retourner à Haïti et prendre son siège au Sénat. Prendre son siège avec toutes les conséquences de droit. Son siège, s'il prend son siège, mais il a été humilié aussi. Il doit avoir réparation de tout ça. Oui, il doit reprendre son siège, parce que le siège est vacant. On ne peut pas, s'il n'y a pas de jugement, on ne peut pas radier un parlementaire, c'est ce que interdit la Constitution. Bon, eu égard à la période de Duvalier. Ouais, tout ça, on a interdit la radiation. Ouais. La déchéance est prévue. Mais dans un cas, dans la mesure où il y a un jugement, passé en force de choses souverainement jugées. S'il n'y a pas de jugement, le poste restera vacant. Parce qu'il est élu. Même le CP ne peut pas retenir tout ça, non? Le CP n'est pas compétent, non? Même le Parlement ne peut pas lui enlever. Le siège va rester vacant. Oui? Tant qu'il ne sera pas jugé, il ne va pas faire l'objet d'un jugement définitif, oui? Définitif. Ayant la chose jugée, le siège restera vacant. Sauf, bon, là, on ne peut pas le payer parce qu'il y a un problème de comptabilité publique. On n'est pas encore entré en fonction. On ne peut pas le payer. À moins que le Parlement décide de faire autre chose. Ouais, est-ce que le Parlement va décider? Peut-être qu'ils vont se réunir. Peut-être qu'ils devaient choisir un président. Maintenant, ils ont un président au niveau du Sénat. Que va faire le Sénat? Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais quand même, la question doit être discutée aussi en Assemblée. Que va faire le Sénat? Mais le Sénat ne peut pas le remplacer. On ne peut pas organiser des élections parce qu'il est encore là. Il n'a pas encore été condamné, il n'est pas encore condamné, donc on doit pouvoir attendre tout ça, le sort, et le jugement doit être exécuté en Haïti. Si le jugement n'est pas exécuté, le problème est là. Alors pour terminer, Maître Montferrier d'Orval, quelle leçon pourrait-on tirer de l'affaire Guy Philippe en tant qu'Haïtien? Leçon, il faut organiser l'État. Il y aura toujours des gens qui commettent des actes. Partout ça existe. Mais il faut organiser l'État. Nous avons un problème, l'État ne fonctionne pas. Il faut dire la vérité aux gens. Haïti ne fonctionne pas comme un État. On a l'impression, on est dans le désordre, la justice est défaillante, et le comportement aussi des acteurs aussi pose problème, donc on ne nous respecte pas. Par conséquent, c'est un problème qui veut se respecter le procure. Donc la façon dont fonctionne le pays fait penser qu'il n'y aura pas de justice en Haïti. Les Américains ont demandé à ce que les gens signent un accord. Sauf que j'ai l'impression que l'accord était... Quelqu'un m'a dit qu'il y avait beaucoup plus d'éléments dans l'accord. On a dû enlever certains irritants. Quelqu'un m'a dit, même le président Préval a hésité à signer l'accord. Bon, maintenant, il nous faut organiser l'État. Il faut une autre façon de se comporter. Les élections doivent être organisées à temps. Les dirigeants doivent pouvoir bien gérer le pays, faire respecter le pays. Nous devons installer l'état de droit dans le pays. Il faut organiser l'État, un État qui fonctionne selon la loi. La justice doit bien fonctionner. Les Américains n'ont pas confiance dans notre justice. C'est ça le problème qui est posé. On n'a pas confiance dans notre justice. Même nous, Haïtiens, des fois, on n'a pas confiance dans cette justice. Ils se disent maintenant, bon, si l'autre avait commis l'acte, il ne serait pas jugé en Haïti. Il n'y aurait pas de procès. C'est ça le problème qui est posé. Donc, on devrait pouvoir dire, l'État haïtien aurait dit maintenant, puisque on l'a accusé de trafic de drogue, nous, Haïtiens, nous, autorités de l'État, nous avons décidé de le juger en Haïti. C'est ce qu'il fallait dire. C'est ça qu'il fallait dire. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui était mort dans la manifestation contre M. Aristide. Il s'agit de l'OTU. Vous savez, la France a dépêché un juge d'instruction français. Et le ministre de la justice de l'époque a refusé que l'autre là soit interrogé par le juge. C'était une dame qui était venue. Il a refusé puisqu'il a dit il y a la justice ici en Haïti. Il faut faire fonctionner la justice, on ne peut pas accepter n'importe quoi. Donc maintenant, nous devons faire en sorte que la justice fonctionne, que l'état de droit s'installe dans le pays. Mais je vais dire ça au président Jovenel. Pour sortir de cette situation, il faut instaurer l'état de droit dans ce pays. Il a parlé de l'ordre. L'ordre, c'est la loi qui doit primer. Et l'ordre, ça veut dire c'est la loi, oui. Pour mettre de l'ordre, il faut respecter. C'est pas un problème de normes, il y a un problème du non-respect des normes en Haïti. Les normes existent. L'application de la loi. Donc, c'est ça qu'il nous faut. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on n'aura pas appliqué la loi, il ne pourra pas y avoir de progrès, il ne pourra pas de investissement massif en Haïti. Les gens ne viendront pas, ils viendront visiter, ils n'investiront pas en Haïti. On a vu ça. Parce que dès lors qu'il y a la crise politique, il y a toujours des manifestations, il y a des problèmes, tout ça. Je ne dis pas aux gens de ne pas manifester, mais on ne peut pas tout le temps rester dans la crise permanente. Et c'est le rôle du chef de l'État de résoudre la crise, de faire en sorte que le pays fonctionne bien. Donc pour que le pays fonctionne bien, il faut que l'état de droit
fonctionne dans le pays. Il faut que l'état de droit veut dire quoi ça veut dire l'état de droit veut dire que d'abord le chef de l'État s'impose à lui-même la loi. Et là, oui, l'état de droit veut dire que le chef de l'État s'impose à lui-même la loi, à sa famille, à son entourage, à ses proches, à ses amis et aux citoyens en général. Et ça, on a besoin. C'est ça qu'il faut pour Haïti. C'est ce qui va donner la stabilité. La stabilité ne viendra que si on respecte la loi, le droit en général. Tant qu'on ne va pas respecter la loi, on n'ira nulle part. Moi, j'ai dit maintenant, l'homme même qu'on aurait investi le budget américain des États-Unis en Haïti, ça ne marchera pas. Sinon, on ne mettra pas de l'ordre, si on ne fera pas appliquer la loi, que la loi n'est pas applicable, c'est la loi qui va être le boussole. Il ne faut pas faire de l'injustice aux gens, c'est la loi. Il faut expliquer, les gens sont prêts au changement. Il faut expliquer, il faut le rôle pédagogique. Mais le président doit donner l'exemple en respectant la loi. S'il ne respecte pas la loi, ce sera fait de son mandat. C'est la loi. Même parce qu'il y aura beaucoup de contestations, les adversaires l'attendent sur ce terrain-là. Donc il faut à lui de faire en sorte que la loi soit respectée. Il est là pour faire régner la paix, pour faire régner l'ordre, pour faire régner la prospérité dans le pays, pour donner du travail aux gens. Mais on n'atteindra pas ces objectifs tant que la loi n'est pas appliquée. L'état de droit est seul garant de la stabilité et du progrès dans le pays. Alors, merci beaucoup, Maître Montferrier Dorval, d'avoir été l'invité de notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Rothschild et merci RFM. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. La rediffusion est à 5h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com. Je rappelle que le professeur Montferrier Dorval était notre invité aujourd'hui. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.